Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Mieux comprendre ses enfants, ses adolescents, mieux se comprendre tout simplement, et regarder finalement qu'est-ce qui risque de se jouer en fonction de notre structure. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Je ne représente pas l'énéagramme. L'énéagramme est une dynamique. Et une fois que vous avez trouvé la manière dont le mental est structuré de votre côté, vous avez mis en lumière qu'est-ce qui va effectivement se jouer quand on est sous stress. Et on appelle cela, à travers le prisme de l'énéagramme, souvent la désintégration. Et donc, on peut se demander si on n'est pas appelé à expérimenter un certain nombre de choses, de comportements ou de ressentis, pour se rendre compte peut-être plus tard qu'on n'en veut plus. À ce titre-là, l'enfance, l'adolescence, même l'âge adulte parfois, est le théâtre de comportements. Et encore une fois, même si il faut rester prudent concernant peut-être le comportement de votre enfant, et bien naturellement, on peut se demander si déjà ils ont la même structure énéagramme que nous. On le sait, si on a des enfants, plusieurs enfants, on se dit mais ils fonctionnent différemment, je ne comprends pas, je les ai élevés de la même manière, et pourtant ils fonctionnent différemment. Donc, dans un deuxième temps, l'énéagramme est aussi un outil de compassion. Comprendre que mon enfant a peut-être d'autres attentes qui fonctionnent différemment aussi parce qu'il a une peur fondamentale qui est différente. Cette peur est motivationnelle, encore une fois. On est toujours motivé à l'idée de ne pas rencontrer ce qui nous fait peur. Effectivement, si votre enfant est 5, s'il est 4, s'il est 2, s'il est 3, il va expérimenter des choses qui peuvent vous surprendre parce que vous n'êtes peut-être pas de cette structure-là. Encore une fois, l'énéagramme est une invitation à comprendre que l'autre peut avoir d'autres attentes que moi. Alors, on n'est pas un numéro, voilà, si vous découvrez l'énéagramme, c'est la manière dont le mental est structuré. Donc, ça va mettre l'énéagramme, on peut mettre un certain nombre de mots qui vont expliquer tout un tas de comportements, d'attitudes, de croyances, etc. Donc, c'est un univers, voilà. On peut toujours se dire que 10 questions sur les réseaux sociaux, c'est réglé, mais en réalité, c'est un univers à part entière. Vous avez l'attention première, la compulsion, la tendance passionnelle, la fixation mentale, le lot émotionnel, les croyances inconscientes. Voilà, c'est tellement riche. Donc, l'énéagramme nous amène à un moment donné à se rendre compte que c'est pas facile, déjà, de trouver la structure énéagramme des autres. Voilà. Déjà que c'est pas facile pour soi-même, des fois, que ça peut prendre du temps. Alors de là à trouver la structure énéagramme de nos enfants, quel travail. Donc au lieu, on le sait, hein, au lieu de vouloir apposer une étiquette dans le dos de mes enfants, ils sont 6, ils sont 7, ils sont 8, etc., je ne sais quoi. Peut-être que nos enfants ont juste besoin de sentir qu'ils sont pris en compte, qu'on les écoute, qu'on écoute aussi leurs demandes. Juste sentir qu'on existe peut changer une vie, pour le dire ainsi. Donc, c'est juste à titre informatif. On va balayer très rapidement les 9 désintégrations de manière légère, hein. Et donc, vous risquez de trouver, si votre enfant va pas très bien, effectivement, vous risquez de le retrouver dans un de ces cas de figure. L'énéagramme mène à conscientiser que la vérité n'existe pas à niveau mental. Pourquoi? Parce que si elle existait, tout le monde verrait à travers un événement la même chose. Si vous avez des frères et sœurs, vous êtes obligé de constater que ce n'est pas le cas. À ce titre-là, au fil du temps, avec l'énéagramme, on a dessiné un schéma familial pour chaque structure. Voilà. Qu'est-ce qui risque d'avoir été vécu dans l'enfance? Vous allez les retrouver en playlist, hein. On ne va pas les évoquer dans cette vidéo. On va juste regarder tout simplement qu'est-ce qui risque de se produire. Voilà. Ça sera un petit rappel, tout simplement. Donc le 4, par exemple, si on commence par le 4, c'est un enfant qui est très sensible, qui ne se sent pas vraiment exister, et il a besoin de sentir qu'il existe. Alors peut-être qu'il n'a pas senti qu'il était pris en compte par ses parents, peut-être un petit peu mis de côté, abandonné, rejeté, on ne sait pas, mais en tout cas, dans l'enfance, il peut vraiment avoir un comportement un peu original, trop original presque, juste pour montrer qu'il existe. Et puis la tendance aussi à devenir un petit peu tellement fragile, tellement dépendant. Voilà, le 4 se désintègre en 2, il va effectivement prendre les défauts de la structure 2. Si le 2 est dépendant du regard de l'autre pour exister, là il va presque être dépendant pour des choses routinières. Est-ce que tu veux pas m'attacher, mais là c'est maman, s'il te plaît. Ou j'ai de la difficulté à noter mes devoirs sur mon cahier. Voilà. Alors on ne peut pas résumer, effectivement, le fait d'avoir des difficultés
à noter les devoirs sur le cahier au fait que mon enfant est 4 et qu'il vit un petit peu de stress. Voilà, c'est une coloration. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc effectivement, un enfant 4, même un adolescent 4, va développer un comportement un petit peu original, unique, différent. Voilà, c'est la peur fondamentale 4, la peur de ne pas avoir de signature propre, unique, d'être différent, d'être reconnu. Il veut être reconnu, être aimé pour cette différence. Le 5, le 5 est un être, lui, analytique. Il a une tendance à être trop analytique. Il a besoin de rester dans une position d'observation. Et effectivement, il a tendance, quand il va mal, le 5, à prendre les défauts de la structure 7. Donc lui qui avait besoin d'économiser son énergie, l'enfant 5 qui se sent souvent épuisé, fatigué, en tout cas il sent qu'il y a trop de demandes. Le monde me demande trop de choses et ça me fatigue. Ça me fatigue parce que j'ai peur de ne pas y arriver. La peur fondamentale du 5 est la peur d'être inutile, d'être inadapté au monde. C'est un être qui filtre beaucoup, qui a besoin effectivement de routine, il a besoin de comprendre, il a besoin d'analyser. Et quand il va mal, ben il va prendre la désintégration en 7, et il va gaspiller justement cette énergie dans tout un tas effectivement, d'activités qui sont plus légères les unes des autres. Vous allez retrouver votre enfant derrière un ordinateur, à jouer pendant des heures, et encore des heures et davantage en réseau, ou à s'adonner effectivement à un univers isolé, hein, puisque effectivement le 5 a peur d'être envahi, il a peur du vide intérieur, donc il risque effectivement d'avoir un univers à part, un univers que vous ne pénétrez pas en réalité, hein, puisqu'il a peur de l'intrusion. Donc effectivement, on doit peut-être effectivement expérimenter le fait de s'isoler, de s'éloigner un peu de ses parents, de se couper un petit peu, couper la connexion émotionnelle avec ses parents qui peuvent être envahissants. Voilà, si on est de structure, si on est un enfant 5. Si on est un enfant 6, au contraire, effectivement, on est en quête de loyauté, donc on a peur souvent, on est très sensible à ce qu'on perçoit, on ne va pas évoquer les neurones miroirs, mais on est très sensible, on est dans une observation, on a peur, on est souvent dans l'inquiétude de qu'est-ce qui pourrait arriver, on a besoin d'y voir clair, de planifier, d'organiser. Et puis l'enfant, eh ben oui, il risque de fonctionner, de reproduire, reproduction transgénérationnelle, de reproduire ce qu'il a vu de la part d'un parent, ou peut-être qu'il a besoin tout simplement de douter. Voilà, peut-être qu'il a vu ses parents qui doutaient, et peut-être que il a senti que c'était moins sécurisant mentalement, que les parents ne savaient pas vraiment où ça allait, tout ça. Et donc peut-être qu'en tout cas, oui, le 6 a besoin de suivre quelque chose de clair. Et cette chose claire, cette guidance claire, ce n'est pas forcément les parents. Ça peut être un copain à l'école, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être quelque chose de mental aussi, hein, une idée. Hein, l'enfant qui, par exemple, veut suivre quelque chose qui est stable, rationnel, laquelle je vais pouvoir me mettre ma loyauté, quelque chose qui fait du sens. Vous avez l'enfant qui voue, dès son plus jeune âge, une passion pour les pompiers, par exemple. Il se dit, voilà, plus tard, je serai pompier. Le 7, effectivement, c'est un enfant qui se veut joyeux, heureux. C'est un des rares à travers l'énéagramme qui dit qu'il a eu une enfance heureuse, que tout allait bien, que c'était parfait, c'était extraordinaire. Et il y a un événement voilà, dans l'enfance ou l'adolescence, il va souvent réussir à l'identifier, hein, s'il le souhaite, un événement qui lui a coupé les ailes. Voilà, c'est-à-dire que où il s'est senti privé, où il a senti qu'il souffrait à cause des autres. Voilà. Et donc, il va vivre justement plus tard ce besoin de ne pas être privé. Et être privé, souffrir, puisque c'est un mot-clé aussi, hein, la peur de souffrir. Et la peur de souffrir pour le 7, c'est tout simplement d'être privé de sources de stimulation, d'être avec des gens ennuyants. À ce titre-là, à un moment donné, il a besoin de dépasser ce qu'on pourrait appeler l'autorité parentale. En tout cas, c'est une illusion qu'il a et il considère potentiellement sa maman comme sa maman, bien sûr, mais potentiellement aussi comme une amie que j'appelle régulièrement et on peut parler de plein de choses. Donc, bien sûr, c'est très vulgarisé, mais là,
c'est une toute petite présentation dans ces vidéos. Le 7 va se désintégrer en 1. Il va avoir besoin que tout soit précis à sa place pour justement être heureux. Voilà. Donc, c'est possible effectivement que un enfant 7 ait un double visage, un visage de joie où on rigole, etc., et un visage où on est dans la critique. Une critique qui est verbalisée ou une critique qu'on fait simplement ressentir à l'environnement. Voilà, c'est possible. Qu'effectivement, quand on est enfant, adolescent, on a besoin d'expérimenter ça. Soit on est très proche de ses parents, soit là encore on a besoin de s'en éloigner, parce que d'une certaine manière, il m'ennuie, il me fatigue en fait, il me prive en fait. Alors le 8, eh ben, c'est un enfant qui a vécu c'est la jungle pour lui, tout simplement. Il voit la vie comme une jungle, il s'est peut-être retrouvé dans une position de faiblesse, et à un moment donné, il s'est dit, je veux plus vivre ça. Donc, il a besoin d'avoir un impact fort. À un moment donné, il y a comme un réveil chez le 8. Le 8 qui s'est peut-être senti dominé, écrasé, qui s'est peut-être senti manipulé sous le joug d'une personne ou d'une école ou de quelque chose. À un moment donné, il redresse le torse et il se dit plus jamais. Et à ce moment-là où il se dit plus jamais, eh bien, ça peut effectivement faire un peu pour mal le dire, des dégâts à l'école, c'est-à-dire ça peut créer un peu des colères, des choses, hein, une forme de rancœur chez le 8, et elle a besoin d'une manière ou une autre à sortir. Lui aussi, il a un schéma familial, hein, bien sûr, il peut peut-être avoir peur qu'un parent soit faible, il a peur de vivre la faiblesse qu'il voit chez ce parent-là, par exemple, c'est possible. Donc le 8 se désintègre en 5, rétention d'informations, il va prendre les défauts du 5. Si votre enfant est 8, c'est possible que finalement, vous sachiez assez peu de choses concernant son univers. Il vous dira des choses parce que le 8 est un conteur, c'est un enfant qui prend de la place, qui lui aussi peut être turbulent, qui ne tient pas forcément en place, mais tout ce qui est très important, c'est possible que vous en sachiez rien. Le 9, effectivement, c'est le médiateur et effectivement, c'est un enfant qui ne s'est pas forcément senti pris en compte. C'est comme si on ne lui avait pas demandé ce qu'il voulait, ce qu'il ressentait. Et donc, comme il a été mis un peu de côté, c'est ce qu'il a pu ressentir, ou qu'il y avait déjà trop de conflits à la maison, ou que peut-être mes frères et sœurs prenaient trop de place, bah, c'est un enfant qui est discret. C'est un enfant qui, justement, a tendance à s'endormir. Là aussi, il y a les mécanismes de défense premiers pour chaque structure, mais on ne va pas en parler, bien sûr, cette vidéo. Donc le 9, bah oui, effectivement, c'est un enfant qui ne sera pas forcément très expressif. Vous aurez peut-être du mal à l'émouvoir. À un moment donné, il peut sembler paisible, tranquille, mais le 9 se désintègre en 6, et donc il va douter beaucoup de lui. Si le 6 doute d'abord des autres, le 9, quand il se désintègre en 6, commence à douter de mériter cette place qu'il occupe. Enfin, il a peur justement de créer du conflit, et donc il a tendance à être plus dans une forme d'écoute, plus une forme de médiateur que de réellement prendre sa place. Et encore une fois, c'est une présentation simplifiée. Par exemple, pour le 9, le mécanisme de défense premier, c'est la narcotisation. Par exemple, si vous avez étudié l'énéagramme, vous avez peut-être appris que le 9 est un être paresseux. Ce n'est pas vrai. On va donner un exemple clair. C'est une paresse d'être. C'est-à-dire qu'en fait, il va utiliser la narcotisation, c'est que vous allez avoir, c'est un mécanisme de défense, il va avoir un comportement qui va lui permettre de s'extraire de cette colère. Rappelons qu'il est au centre de la colère. Donc ce qui va se jouer pour le 9, c'est qu'en fait, il va pouvoir, par exemple, faire 2 heures de boxe française tous les jours. Et cette boxe française lui permet justement de s'anesthésier, de ne pas ressentir ce qui se joue en lui. Donc ne pensez pas que le 9 est un être qui fait de l'origami ou du puzzle toute la journée avec un cappuccino. Ça peut être un être qui est dans une activité débordante. Son mécanisme de défense peut être utilisé comme ça. L'enjeu, c'est de se couper de ce qui est ressenti. Voilà. Donc il n'y a pas de comportement. J'ouvre une parenthèse. L'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. C'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse à agir de la sorte. Alors le 1, c'est un enfant qui est effectivement en quête de précision, qui est méticuleux, qui aimerait être parfait, qui aimerait réformer, modifier ce qui est imparfait.
Et donc, c'est un enfant qui se met beaucoup la pression. C'est un enfant qui risque de ressentir une forme de colère, parce que souvent, on prend du temps à camoufler nos émotions. Dans l'enfance, dans la tendre enfance, on sait pas encore trop rentrer toute cette injustice, toute cette pression, toute cette colère. Souvent, la structure 1 l'apprend avec le temps. Dans un premier temps, cette colère peut sortir. Dans un deuxième temps, ça sera une forme de mélancolie de fond, comme s'il était justement imparfait et qu'il n'arrive pas à vivre selon ses standards très longtemps. Le 1 se désintègre en 4, il va prendre les défauts du 4. La mélancolie. La mélancolie, l'impression profondément qu'il manque quelque chose. Il manque de la perfection à ce monde, je n'arrive pas à vivre selon mes valeurs. Donc l'enfant, là aussi, peut être un enfant qui se tient droit, qui est rigoureux, qui fait ses devoirs, qui peut rentrer en pleurs parce que j'ai eu 14 en maths et j'étais persuadé, et c'est inadmissible en fait, parce que j'ai plus travaillé que les autres et j'aurais dû avoir plus. Le 2 c'est les dents. Voilà. Et donc l'enfant 2 va s'oublier complètement et il va vouloir aider. Là aussi, parfois, il y a une reproduction d'un schéma, c'est-à-dire la reproduction transgénérationnelle, tout simplement. Maman ou papa était dans une forme d'aide, rendait service, et puis on apprend aussi beaucoup par mimétisme. La communication, elle n'est pas que verbale, elle est paraverbale et non verbale aussi. Et donc, bien naturellement, vous avez l'enfant 2 qui peut aider les copines, je vais t'aider maman, repose-toi. Alors soit effectivement, l'enfant voit que les parents sont débordés. Enfin, il y a la peur de reconnaître ses propres besoins. Donc l'enfant 2 vous confiera jamais à quel point il vit de la colère, de l'injustice, de la rage, puisque le 2 se désintègre en 8. Non, il voudra juste aider. Et il risque d'être frustré et de vivre cette tristesse parce que justement, effectivement, oui, il se prend pas en compte et comme il veut aider des gens qui n'ont rien demandé, il a jamais de retour positif. Puis on finit par le 3. Le 3, c'est celui qui veut être vu. Et donc c'est l'enfant qui pourrait être vu comme l'enfant ou l'adolescent qui frime, ou l'adulte qui frime. Les autres vont le percevoir comme ça. Ça se juge pas. Là encore, l'enfant 3 veut être aimé. Voilà, il veut être aimé pour ses réussites. Voilà. Donc l'enfant 3, eh bien, va avoir un comportement, il veut afficher le fait qu'il réussit. Voilà. Donc ça peut effectivement vous surprendre si vous n'êtes pas de structure 3, vous vous demandez pourquoi il est comme ça. Mais encore une fois, l'énéagramme est un outil de compassion. Vous avez sans doute retrouvé un peu de votre enfant, ne serait-ce qu'un tout petit peu à travers effectivement cette toute petite présentation. Voilà. Et encore une fois, c'est très dur de trouver la structure énéagramme de nos enfants. C'est pas le but. Peut-être tout simplement comprendre que eux aussi, ils ont besoin d'expérimenter des choses, que la vie, c'est aussi quelque chose qui est au fil du temps, on développe des comportements différents. Si on regarde comment fonctionnait quand on a 40 ans, comment fonctionnait à 20 ans, des fois on serait surpris. De la même manière, quand on a 30 ans et qu'on essaye de se souvenir de l'adolescent qu'on était, on serait peut-être surpris, on aura envie de rire presque. Ou si vous avez 60 ans, vous seriez très surpris de voir que, effectivement, vos attentes aujourd'hui à 60 ans sont très différentes des attentes que vous aviez à 30 ans. C'est possible. Une fois, la vie est un chemin. Alors, si vous souhaitez, voilà, vous pouvez, voilà, on peut faire un rendez-vous si vous souhaitez, vous trouverez des informations, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me contacter, ou pas, tout simplement parce que l'énéagramme devrait être un droit de naissance. J'insiste souvent là-dessus, dans le sens qu'effectivement, ça aurait aidé tellement d'enfants de comprendre qu'ils n'avaient pas de problème en fait. On leur aurait présenté simplement l'énéagramme, ça leur aurait peut-être simplifié l'existence, allez savoir. Et peut-être que les parents aussi auraient gagné de comprendre qu'effectivement, les enfants doivent expérimenter. C'est dur, mais si mon enfant est d'une autre structure énéagramme que moi, elle doit expérimenter les choses différemment de moi et elle voit la vie différemment de moi. Voilà, c'est-à-dire elle peut voir de la colère là où j'ai vécu de la tristesse. Là où je vois de l'injustice, mon enfant a pu voir de la trahison. C'est pas la même chose, c'est pas la même carte, tout simplement. Peut-être. À bientôt. Ouais. Au revoir.